Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Océane. Bonjour. Elle a eu la gentillesse de nous accueillir chez elle. Elle va nous faire découvrir son univers, son travail et sa passion. Alors Océane, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes ? Oui, donc je suis Océane, j'ai 31 ans et je suis restauratrice de céramique, de verre et de pierre. D'accord. Alors comment on choisit de travailler sur de la céramique ? En fait, pendant les études, on voit plusieurs supports. Le support peinture sur chevalet, le support art graphique, donc papier, et la céramique. Et donc j'ai été très séduite par le volume et la reconstitution des objets cassés, qui pour moi était hyper impressionnant. Okay. Et donc j'ai été séduite par le matériau céramique. Ok. Et avant d'en arriver là, tu as poursuivi quel type d'études ? Donc j'ai d'abord commencé par faire un bref parcours aux Beaux-Arts qui m'a permis de comprendre en fait quelle était ma voie et ce que je cherchais dans des études artistiques. Et donc après une introspection, j'ai réussi à trouver ma voie qui est donc la restauration d'œuvres d'art et du patrimoine. Ok. Et du coup ça a toujours été l'art ? Ça a toujours été là, passion depuis toute petite. Okay. Je savais que je voulais faire un métier manuel avant tout. Et donc je me suis très naturellement dirigée vers des études artistiques puisque c'était ma passion depuis toujours. Océane, quand on est dans le domaine de l'art, comment on démarre ? Alors en restauration, c'est vraiment basé sur la confiance et il y a au départ une panel de choses à acquérir où finalement quand on sort des études on ne se sent pas tout à fait prêt. Donc moi j'ai démarré avec un système de sous-traitance pour une autre restauratrice qui avait beaucoup de travail et donc je l'aidais en fait à pouvoir répondre plus rapidement à la demande et en même temps bénéficier de son expérience qui était énorme et qui m'a permis de voir comment fonctionnait un atelier, comment démarcher des clients, comment faire des devis, des factures, sans avoir la pression que ce soit directement moi qui ait besoin de le faire. Et j'ai très rapidement progressé grâce à elle. Et ensuite, il a fallu que je me mette en auto-entrepreneur, travailler pour moi, de mes propres ailes. Et là, c'est principalement du démarchage et du bouche à oreille, où quand il y a une personne qui vous fait confiance, qui vous confie un objet, ils sont satisfaits, et donc ils parlent de vous. Et voilà, il faut que ça fasse un effet un peu boule de neige. Et j'avais commencé déjà ça même pendant mes études. Et je peux dire que c'est vraiment 3 ans après avoir commencé à travailler que j'ai réussi à avoir un vrai carnet d'adresses. Alors Océane, pour ceux qui ne connaissent pas ce domaine, quel est exactement ton travail ? Donc je suis restauratrice de céramique, ça implique que je peux travailler sur plusieurs autres types de matières comme le verre, les pierres, parfois un peu d'ivoire ou du bois, mais ça dépend quoi. Il y a des choses qu'on ne s'aventure pas forcément à restaurer. Donc on se spécialise dans une matière, c'est une matière qu'on restaure. Et donc je travaille pour les galeries d'art et les maisons de vente aux enchères et les particuliers. Et tous les acteurs en fait, du milieu de l'art, type assureurs, transporteurs. On me confie des pièces et je vais les restaurer alors, dans la mesure du possible, ce qui est faisable. En illusionniste ou en discernable. Il y a plusieurs façons en fait, de restaurer un objet. Et puis en parallèle, je me suis aussi spécialisée dans la technique du kintsugi, qui est une restauration japonaise à base d'or et d'argent, où au contraire, au lieu de camoufler la ligne de cassure, on va venir la sublimer avec de l'or et de l'argent. Et donc c'est très en vogue en ce moment parce que ça fait partie de l'art-thérapie. C'est une façon de restaurer qui permet de réutiliser les objets du quotidien, donc de pouvoir remanger dans des objets sans dégagement toxique. Et donc ça plaît énormément. Donc j'ai beaucoup de gens qui me demandent de restaurer en kintsugi. Et également j'anime des ateliers qui vont autant de l'atelier découverte qui est un simple plaisir créatif à vraiment l'initiation complète ou le perfectionnement vraiment sur un objet pour des personnes qui ont en fait un vrai intérêt à pratiquer le kintsugi au quotidien. D'accord. Et comment t'en es venue à proposer des ateliers ? J'ai toujours aimé l'idée de rencontrer des gens, de pouvoir en fait avoir
plusieurs activités, plusieurs cordes à mon arc, parce que finalement le métier de restaurateur, même si on démarche et que parfois on est amené à être en chantier, la plupart du temps on est dans notre atelier seul face à un objet, et ça peut être un petit peu rébarbatif d'être seul face à un objet, et donc j'ai trouvé en fait l'idée de donner des ateliers comme un moyen en fait pour pouvoir jongler entre la solitude bien bénéfique et nécessaire du restaurateur avec le côté où là on est plutôt dans la transmission et dans la rencontre de l'autre. Alors tout à l'heure Océane, tu nous parlais un petit peu du profil de tes clients. Donc tu as les particuliers, les galeries d'art, et tu nous parlais de l'organisation des ventes aux enchères. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Tu as un partenariat avec eux? Oui, alors c'est un peu pareil, c'est toujours un petit peu l'effet du bouche à oreille, mais quand un expert ou un commissaire-priseur vous fait confiance, et quand on est à l'approche des ventes, soit on va venir restaurer pour mettre un petit peu en valeur les pièces forcément avant de passer en vente. Alors les restaurations sont toujours signalées pour les objets qui sont mis à la vente, mais on les rend un petit peu plus présentables. Et soit directement en fait avec le client, une fois que l'objet a été acheté, si le client veut le faire restaurer, c'est eux qui nous contactent pour qu'on prenne ça en charge. Donc en fait c'est directement le commissaire-priseur, l'expert, ou tout ce qui va être, tous les métiers en fait dans les maisons de vente aux enchères, des stagiaires qui vont nous contacter pour venir soit sur place restaurer quand les objets ne sont pas déplaçables, soit restaurer à l'atelier et l'objet est livré directement ici. Alors du coup, depuis la fin de tes études, tu as toujours été à ton compte. Quand tu prends un petit peu du recul sur ton parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Ce qui a été le plus difficile, ça a été finalement de faire ce bouche à oreille, qui était un peu long, mais j'ai eu la chance d'être prise dans cet atelier en sous-traitance, ce qui a permis en fait que j'ai toujours du travail. Après, la sous-traitance, c'est un statut qui est un petit peu inconfortable, parce qu'on travaille pour quelqu'un, donc on doit faire certaines heures. Et en même temps on rétribue un pourcentage puisque c'est pas nous qui achetons le matériel, qui louons l'espace, qui utilisons l'électricité. Donc en fait, quelque part il y a une partie où on paye pour pouvoir travailler. D'accord. Et donc comme j'ai commencé à mi-temps, finalement à la fin il me restait pas beaucoup dans mon mois. Et donc les premiers temps ont été un petit peu durs, surtout financièrement. Ensuite, ça c'est une question concernant la facturation. Au début, comment tu fais pour établir tes prix ? Est-ce que dans le domaine de l'art c'est différent par rapport à l'ancienneté peut-être de la pièce, à la personne qui l'a créée ou qui l'a pensée ? Comment tu as fait au début ? Alors dans la restauration d'œuvres d'art, c'est très fixé. En fait en moyenne, les restaurateurs à Paris sont à 60 € de l'heure. Ah, c'est à l'heure ? C'est à l'heure. D'accord. C'est un tarif à l'heure, c'est des devis normalement à l'heure. D'accord. Donc c'est comme ça que nous on jauge notre travail. Alors dans ce tarif horaire, on est censé compter tout un petit peu nos frais de matériel, les frais fixes et ce dont on a besoin. Il y a eu des études récemment qui ont été faites, comme quoi le niveau de vie a augmenté, mais pas notre tarif horaire depuis à peu près les années 80. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, normalement, un restaurateur en région parisienne devrait être à 90 € de l'heure, alors qu'on travaille toujours en moyenne à 60 € de l'heure. Okay. Alors il y a différents diplômes dans le milieu de la restauration et il y a des diplômes d'État, titre 1, où là les restaurateurs avec l'ancienneté sont un petit peu plus chers, peuvent être à 70 ou 80 € de l'heure, mais quand on démarre on est plutôt autour de 50-60. Ok. Voilà, donc après c'est évaluer son temps de travail. Donc ça quand on débute c'est très compliqué parce qu'on est forcément beaucoup plus lent que quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais. Donc on travaille forcément à perte. Ouais. Donc il y a une grande frustration quand on démarre dans la restauration. Mais après, avec le coup de main, à force de faire et de voir un nombre d'objets, on acquiert une certaine rapidité parce qu'on comprend mieux où est-ce qu'on doit aller dans notre restauration, techniquement et esthétiquement. On comprend mieux les enjeux, voilà. Donc on arrive à mieux estimer son devis et à travailler davantage sur heures réelles que sur heures fictives. Qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat ? Ce qui m'a plu, c'est la liberté absolue. Parce que quelque part, quand on travaille, on rentre de l'argent. Quand on ne travaille pas, c'est pas le cas. Ouais. Et puis, on n'a pas des horaires de salariés. Il n'y a pas
un patron pour me dire voilà, tu as fait des horaires ou tu les as pas fait. Donc je peux très bien travailler le samedi et le dimanche et me prendre mes lundis et mes mardis. Et ça, c'est une liberté pour moi qui n'avait pas de prix. D'autant plus avec ma nouvelle vie de maman, où on a des horaires différents, des contraintes différentes. Et voilà, je fais pas partie du coup de ces mamans qui se stressent parce que le travail normalement ça finit à 19h, à 20h et qu'en fait à 16h il faut aller chercher son petit à la crèche ou à l'école. Je peux complètement en fait aller chercher mon enfant à la crèche et pouvoir du coup gérer ma vie de famille et ma vie professionnelle. Qu'est-ce que ça a changé dans ton organisation de travail ? Alors pour le moment ça a tout bouleversé parce que mon enfant n'a que 5 mois, ce qui fait que c'est pas énorme et que pour avoir des places en crèche c'est un petit peu compliqué, donc j'aurai une solution qu'à la rentrée au mois de septembre. Donc ça a bouleversé énormément mon emploi du temps puisqu'en fait avant j'étais extrêmement mobile et très disponible parce que quand je restaure entre autres pour des galeries d'art, je restaure dans leurs entrepôts, donc je me déplace avec mon matériel, je vais sur place, il faut que je sois extrêmement disponible et mobile. Là forcément toute la semaine je garde mon petit bout et donc j'ai pas cette mobilité. D'accord. Donc est-ce qu'ils acceptent eux de se joindre à tes contraintes ou c'est un business que tu laisses filer du coup parce que tu peux pas répondre à leur demande de flexibilité? Pour le moment, étant donné que je me suis arrêtée avec le congé maternité, finalement c'est une partie que je n'ai pas relancée. Ce qui fait qu'en ce moment, j'anime principalement les ateliers et je restaure pour des particuliers les œuvres à la maison. D'accord. Et donc les gens sont très compréhensifs et très bienveillants et quand j'anime certains ateliers, ils acceptent complètement que je garde mon enfant en même temps et donc je peux joindre les deux, les gens sont super ouverts. Pour toutes les jeunes femmes qui nous regardent, qui regardent cette vidéo et qui sont soit dans le domaine de l'art, soit entrepreneuses et qui sont enceintes ou qui ont des enfants, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer dans l'aventure? Alors de profiter de tout, parce que c'est un beau moment quand même unique dans une vie, c'est très particulier. Moi je trouve que j'ai eu la chance d'être enceinte pendant le Covid. Je peux dire merci au Covid parce que quand on est auto-entrepreneur et dans le milieu de l'art, on a l'impression que si on s'arrête, tout s'écroule, qu'on ne fait plus rentrer d'argent et que tout s'arrête et que les gens vont nous oublier parce qu'on est quelque part tous interchangeables. Et j'ai pas eu un manque de travail du tout. En fait, il faut savoir rebondir, il faut savoir qui on est, ce qu'on aime faire. Moi, j'aimais rencontrer du monde, j'aimais ce principe d'atelier. Et aujourd'hui, grâce à ça, c'est devenu en fait presque mon activité principale maintenant que je suis maman, par rapport à la restauration où j'ai dû un tout petit peu freiner par rapport à cette question de mobilité. Oser se lancer. Et puis tout viendra en fonction et savoir un peu rebondir et trouver des nouveaux projets qui nous enrichissent. En fait, ça pousse à aller chercher d'autres choses. Et de manière plus générale, quel conseil tu donnerais à une entrepreneuse qui a du mal à sauter le pas dans ce monde de l'entrepreneuriat qui est inconnu et qui peut faire un peu peur? Qu'est-ce que tu lui dirais quand tu te revois, par exemple, 5-6 ans en arrière, tu as fini tes études, tu sais que tu veux faire de la restauration. Qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer, pour qu'elle se lance? Je dirais que cette liberté de mouvement, le fait de travailler pour soi, avec ses horaires, ses envies, ses propres projets, pareil que tout à l'heure, ça n'a pas de prix. Donc au départ, il peut y avoir des années peut-être un petit peu difficiles, parce qu'il faut se faire un nom, il faut se faire connaître. Mais quand on s'accroche, qu'on croit en son projet, je pense que tout est réalisable et que finalement, cette liberté, elle est incroyable. Et que dans notre société moderne, on court toujours un peu après le temps, l'idée quand même de ne pas avoir de patron et de ne pas avoir d'horaire, c'est quand même un super luxe. C'est vrai. C'est un grand luxe et il faut savoir se l'autoriser. Donc il faut avant tout vraiment croire en son projet, être porté par son projet et ne jamais baisser les bras, ne
pas se sentir victime de quelque chose, toujours en fait aller jusqu'au bout du truc, quoi, se battre pour son projet. Voilà. Ok, bah écoute Océane, merci beaucoup pour ces mots. Merci à toi. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle interview. C'était un réel plaisir de venir Océane pour découvrir ce domaine que je ne connais pas du tout. S'il y en a quelques-unes d'entre vous qui voulaient se lancer dans le domaine de l'art, j'espère que ça vous aidera à sauter le pas. Et en attendant, je vous dis à très vite.